Vous êtes sur Midi 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de cette jeunesse, vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première, elle, sera consacrée à la recommandation. Aujourd'hui, ce coup de pouce qui a tendance malheureusement à nous coûter un peu cher lorsqu'on décide de recommander quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui recommander quelqu'un devient un petit peu difficile? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie d'émission, nous allons parler d'une autre qualité. Il s'agit aujourd'hui de la disponibilité, une qualité jadis vue vraiment comme on va dire une vertu, mais aujourd'hui avec l'évolution du monde, la disponibilité est vue comme une faiblesse. Pourquoi? Des éléments de réponse en fin d'émission. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de notre ami César. Vous êtes dans le domaine de la statistique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci. Nous aurons également le plaisir de recevoir pour la première fois sur ce plateau de Génération News la seule femme de ce plateau aussi, il faut le souligner. Il s'agit de Laurita, vous êtes journaliste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Plaisir partagé, on l'espère, pour Alpha, un habitué. Génération News, j'ai envie de dire, c'est ta maison tout simplement. Bienvenue à nouveau, Alpha, tu es journaliste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis, le seul jeune vieux. Le seul jeune vieux, voilà. Merci. D'accord. On va terminer la phase présentation avec notre ami Théophile. Vous êtes agent commercial. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci à Génération News pour cette invitation. Les amis, nous allons à présent entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit dans mon introduction, nous allons pour cette première partie faire un focus sur la recommandation. Je vais démarrer par toi, mon cher César. On parle de recommandation. Alors évidemment, toi, tu es dans le domaine de la statistique, mais tu es également président d'une association. Donc la recommandation, c'est quelque chose que tu connais très bien. Mais j'ai envie de dire, mais à quel moment tu décides de recommander quelqu'un et quels sont les critères par excellence? Merci. La recommandation est une chose très délicate, tout d'abord. Pour recommander une personne, je pense qu'il y a, surtout moi, je prends en considération les compétences de la personne. D'accord. Je me dis, cette personne, je le connais, je connais à peu près ses compétences, je sais qu'il peut faire le travail convenablement, le travail qu'on lui demande de faire. Et là, je pense qu'il est recommandable. Ça, c'est sur le volet travail, sur le volet compétences. Ensuite, il y a le volet éthique qui vient, c'est-à-dire la personnalité de la personne, parce que les deux choses vont de pair. Et il y a même trois aujourd'hui. C'est vrai que quand on parle de... C'est la règle des 3 P, c'est-à-dire la personne, le personnage et la personnalité. Yes. Donc voilà, effectivement, non, c'était juste pour ajouter... je te laisse terminer, mon cher César. C'est des éléments qui sont très importants pour moi. Et ça peut jouer dans l'avenir. Parce que je me dis que lorsque la personne a une bonne éthique, ça peut passer. La recommandation peut passer. Parce que les compétences, après, en entreprise, on a tendance à travailler ça. Donc, on apprend, on va modeler ça de telle sorte que vraiment, on va trouver le profil convenable. Maintenant, si l'éthique n'est pas aussi bonne, je pense qu'on aura des soucis et ça va retomber sur nous. Justement, en parlant d'éthique, tu parles on va dire, d'études de profil. Ça te prend combien de temps pour vraiment étudier un profil avant de recommander ce profil-là? Bon, ce qui m'aide de façon générale, c'est que je connais les personnes déjà que je recommande. D'accord. Je connais leur entourage, je connais leur famille, je connais peut-être leur lieu, là où ils ont déjà travaillé. Et là, c'est facile de juger en fait. J'ai un aperçu en fait de sa personnalité, j'ai un aperçu de sa personne. D'accord. Et là, je me dis, ok, c'est bon ou bien c'est pas bon. Et là, le jugement est vite fait. En fait. D'accord. On parle de jugement, Laurita, on parle également de recommandation. Alors, il est dit aujourd'hui que la recommandation, c'est un peu un lourd fardeau. On parle de responsabilité. Pourquoi tout de suite on associe lourd fardeau et responsabilité à la recommandation, qui est censée justement faciliter l'insertion professionnelle d'un profil? Alors, c'est simple parce que la recommandation, c'est l'engagement de la personne qui recommande. Si je te recommande, ça veut dire que tu as certaines compétences. Et du coup, c'est ma responsabilité de savoir que la personne que j'ai recommandée
véritablement répond à les compétences. Ouais. Parce que si la personne ne répond pas à ses compétences, automatiquement, je serai blacklistée. On me dira, tu m'as recommandé quelqu'un qui n'est pas recommandable et qui ne fait pas bien le travail. Ouais, du coup, en fait, blacklisté, c'est une façon de dire que tu ne deviens plus en fait une référence en termes de choix. Pour recommander. D'accord. Oui, mais est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans une situation similaire, au point de recommander quelqu'un, au point d'être blacklisté parce que la personne derrière n'a pas fait le travail ou bien n'a pas été un profil idéal? Alors, j'ai jamais été blacklistée. J'ai déjà recommandé des gens et la personne a bien travaillé. Et moi-même aussi, j'ai déjà été recommandée. Donc, jusqu'ici, je n'ai pas encore eu de mésaventures avec des recommandations. Mais c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux. Voilà, comme César disait, il faut connaître les qualités de la personne avant de recommander la personne. Justement, est-ce que c'est là, j'ai envie de dire un petit peu, c'est ça l'épicentre aujourd'hui, la règle d'or, c'est d'abord vraiment connaître la personne, l'étudier d'abord avant de recommander. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de responsabilité que ça implique de recommander une personne. Est-ce que la démarche de César, ici, n'est pas celle qu'il faut glorifier, j'ai envie de dire? Justement, c'est une très bonne démarche. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recommander quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais. Parce que ça t'implique toi-même. C'est un engagement que tu prends. Et il en va de ta responsabilité de recommander quelqu'un qui est bien. Oui, donc ça veut dire que si moi je viens te demander un service, supposons que Théophile, c'est un excellent profil, tu ne connais pas Théophile, tu me connais moi, et je te demande de me rendre ce service-là, tout de suite, tu es un peu sceptique à l'idée de me rendre ce service, ou bien tu es catégorique, c'est non, vu que tu ne connais pas Théophile? Je vais d'abord tester Théophile, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Donc, mais tester, ça implique quoi? La phase test, c'est-à-dire un entretien rapide pour voir un peu les qualités et les compétences de Théophile avant de recommander Théophile. D'accord. Bon, Alpha, la recommandation, est-ce que tu as déjà été recommandé ou bien l'inverse? Est-ce que tu as déjà recommandé un profil? Non, pas du tout. Je n'ai jamais été recommandé. Je n'ai pas aussi recommandé. D'accord. Pourquoi? Je suis prudent. Mais je suis prudent parce que d'abord, les deux disaient que ça engage la personne qui recommande. Ouais. Et oui, c'est vrai, mais je vais analyser cette thématique sur deux volets. D'accord. Le premier volet, c'est d'abord les relations humaines. C'est-à-dire, depuis toujours quand même, nous savons que les hommes sont appelés à s'aider. Ils sont appelés à vivre ensemble, à communier, à se partager. L'aspect purement social. Ouais. Donc là, on ne peut pas carrément remettre en question le fait de recommander quelqu'un, dire que c'est négatif. Mais le deuxième aspect, là où je ne suis pas d'accord avec tous les deux, je pense qu'une fois qu'on recommande, personnellement, d'après ma compréhension, le travail s'arrête à ce niveau. Je refuse d'être celui qui recommande et qui, tout au long de l'expérience, tout au long du trajet, sera toujours en train de se dire comment est-ce que l'autre travaille. Ça ne me concerne pas. Je pense qu'ils ne sont pas dans cette logique-là. Enfin, ils vont rebondir eux-mêmes. Je pense que c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est-à-dire, lorsqu'on recommande, c'est vrai, notre image est engagée. Oui. Jusque-là, je suis d'accord. Mais une fois que les dossiers, une fois que le bonhomme répond aux compétences, aux exigences, d'accord, et voilà, tout ce qu'on connaît de façon professionnelle et tout, une fois qu'il répond à ça, ma responsabilité n'est plus engagée. S'il est renvoyé de là, parce qu'il a montré un comportement et qui ne répond pas du tout aux règles du jeu, ou je ne sais pas, au règlement intérieur de l'entreprise, ça ne me concerne plus, que personne ne m'appelle. D'accord. Oui, mais en fait, là, ta posture, elle est tout à fait compréhensible, hein, on respecte. Mais malheureusement, que tu le veuilles ou non, Alpha, tu es lié au profil que tu recommandes. C'est-à-dire, même si tu penses que le processus s'arrête après la recommandation, mais malheureusement, ça te suit après. Parce que, comme Lorita l'a souligné, peut-être qu'elle va... Je ne sais pas si tu veux rebondir là sur... Moi, je dirais que le processus réellement commence après la recommandation, pas avant la recommandation. Parce qu'avant la recommandation, ce n'est simplement que de la théorie. Je connais Théophile, je dis, bon Régis, je te recommande Théophile parce que je sais qu'il travaille bien, il descend, il peut même faire des heures suples pour toi. Mais après, à la pratique, Théophile me montre qu'il vient au travail, il dort, il passe son temps sur YouTube. Donc là, sur les réseaux sociaux de façon voilà générale, justement ma responsabilité est engagée. Parce qu'on me dira, bah, écoute, tu m'as convaincu que cette personne a le profil qu'il faut et voici ce que la personne fait. Ouais, c'est un amoureux de Morphée au bureau, quoi. Mais Lorita, la question que vous me posez, pour ça je vous dis que cette recommandation d'abord, je ne sais pas dans les textes internes de, comment on appelle, des entreprises, est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte? On va y revenir, Alpha, le temps de laisser peut-être Théophile nous livrer aussi son avis sur la question. Alors c'est vrai que l'échange commence un petit peu à aller de l'avant. Peut-être avoir ton avis personnel un petit peu sur la recommandation de façon générale, Théophile. Moi, je pense que la recommandation, c'est quelque chose de nécessaire. Parce que je suis un produit de la recommandation. D'accord.
lorsque j'étais encore étudiant, je cherchais du boulot et je suis allé voir le directeur des études de l'école dans laquelle j'étais et qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça ?» Je lui ai dit « Bon, moi je cherche du boulot. » Il m'a dit « Bon, ça tombe bien. Ton profil est assez intéressant. Envoie-moi ton CV. » J'ai un ami, RH, qui m'a demandé des CV. J'ai balancé mon CV et je suis parti, j'ai passé l'entretien et j'ai été retenu. Après, je ne sais pas si lui, derrière, il a été remercié, est-ce qu'il a été félicité, je ne sais pas. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. C'est pour dire qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main tous les bienfaits de la recommandation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi leur vie grâce à la recommandation. C'est vrai qu'il y a le revers de la médaille qui fait que la recommandation ne soit pas forcément appréciée ou appréciable. Parce que j'ai aussi vécu l'inverse. J'ai recommandé quelqu'un qui allait et qui m'a mis dans de beaux draps. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, ma responsabilité est engagée. Oui, oui, Alpha, on te laisse rebondir. Et l'autre aspect que je vais évoquer, c'est l'aspect juridique. Recommandation, aspect juridique. Oui. Tu dis ta responsabilité est engagée, mais est-ce que, par exemple, s'il avait détourné de l'argent, est-ce qu'on allait t'arrêter, toi? Non. C'est la question que je me pose. Non, justement. En fait, c'est une responsabilité morale. Alors, voilà. C'est une responsabilité morale. Non, après, évidemment, l'aspect juridique n'a pas été évoqué par nos amis, mais c'est bien justement d'en parler. C'est vrai qu'après, c'est toujours bien de situer les choses. C'est vrai que sur un plan purement juridique, non, on peut pas t'attaquer, mais évidemment que cette responsabilité est beaucoup plus morale. J'ai même envie de dire professionnelle aussi, parce que à partir du moment où on sait que Lauritas et Alpha, ce sont deux excellents journalistes, si ces deux personnes recommandent un profil dans le même domaine, c'est qu'ils ont pris le temps d'apprécier ce profil-là. Et puis si demain la télé se rend compte que non, le profil n'est pas excellent, tout de suite on se doute, voilà, on remet un peu en cause votre appréciation, votre jugement d'un profil lié. César a parlé de quelque chose de très important, le jugement. Ouais. On ne peut pas empêcher les gens de juger, c'est impossible. Donc quand tu recommandes quelqu'un, on va te juger par rapport aux prestations de la personne. Est-ce que ça ne remet pas en cause l'utilité, l'efficacité de la direction des ressources humaines qui, à travers des recrutements de façon un peu désordonnée ou de façon recommandée, qui ne répondent pas, est-ce que par exemple au niveau direction ressources humaines, ils ne peuvent pas avoir des problèmes au sein de l'entreprise? Prenons l'exemple de LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui, c'est un réseau social qui fait des recommandations. Je voulais juste ajouter qu'il y a la notion de confiance qui intervient tout le temps. Donc pour moi, une entreprise, c'est important de recruter des gens en qui on a confiance. Et c'est pour cela qu'on fait la recommandation. Et tout à l'heure, Alpha a dit que c'est important la notion de solidarité. Donc la notion de solidarité intervient tout le temps parce que nous sommes dans un monde où on doit s'aider. On doit s'entraider, on doit donner un coup de main à l'autre. Et comme Théo a été le produit de la recommandation, il a été aidé par quelqu'un d'autre et tout ça. Mais je ne peux pas, par exemple, les ressources humaines, moi je préfère, par exemple, récupérer des gens en qui j'ai confiance. J'ai confiance en César. D'accord, je dis à César, ok, d'accord, bon, comme j'ai confiance en toi, recommande-moi une personne en qui toi tu as confiance. Donc c'est confiance plus confiance. Ouais. Donc, et ça égale recommandation. Voilà, donc égale recommandation. L'équation est plutôt simple. Voilà. Mais moi j'aimerais quand même ajouter que même si c'est confiance, plus confiance, il y a aussi l'autre aspect, après la confiance, après avoir donné un nom, un CV, il y a l'entretien qui est là. Donc ça permet déjà de voir si la personne est apte à faire le travail. Et les entretiens aujourd'hui, c'est à deux volets. On va discuter, on va échanger, on va juger un peu ta façon de réfléchir. Et en même temps, on peut te donner un cas pratique et tout de suite, on te teste pour voir si tu as le niveau. Ouais. C'est aussi très important. D'autant plus vrai que nous savons tous qu'en Afrique, la recommandation, c'est aussi l'autre maladie du continent. Malheureusement. Beaucoup d'entre nous ont été recommandés parce que notre oncle est ministre, parce que notre oncle est ceci et cela, il nous recommande. Et après, on se rend compte que... Mais parce que aujourd'hui, c'est vrai, parce que les recommandations, parfois c'est du clanisme, c'est du favoritisme. Et donc, c'est familial parfois. C'est familial parfois, effectivement. Ce qui fait que... Ouais. Aujourd'hui, on parle du phénomène de qui t'a envoyé. Ouais. Alors, en Afrique centrale, c'est une expression, on parle de l'ombra. C'est-à-dire c'est ce bras qui est super lent, c'est-à-dire le fait d'avoir un petit peu voilà, le fait d'avoir un petit peu des amis dans des entreprises qui facilitent les choses. Non, mais c'est nécessaire. Ouais, le bras long, voilà. On ne peut pas dire que c'est pas nécessaire parce qu'aujourd'hui on a tous été dans une position, on a eu besoin d'un bras long. Donc on ne peut pas dire que c'est pas bon. Non, on ne dit pas que ce n'est pas bon.
Mais s'il est trop long ce bras, peut-être c'est quelque chose de méchant. Il faut... Justement, Théophile, je reste avec toi. Je reste avec toi. Alors, on a parlé un peu de... notre ami César aussi a un petit peu déjà abordé le point en parlant justement du recrutement. En préparant cette thématique, fort est de constater qu'en fait, en Afrique, la quasi-totalité des entreprises versent un petit peu dans la recommandation. Est-ce que, à l'image de ce que vous venez de dire un petit peu, ça ne fausse pas un peu le recrutement en ce qui concerne le profil idéal? Si, dans certains cas. Dans le cas que Alpha a évoqué, pour un bras trop long. Ouais. C'est-à-dire, je connais quelqu'un, je ne sais pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il sait faire, mais juste parce qu'un parent m'a appelé pour me dire « Non, j'ai un jeune à la maison qui ne fait rien, est-ce que tu peux m'aider ?» Je le recommande quelque part. Et souvent même, la recommandation n'est pas mauvaise, mais souvent les gens forcent. Et c'est là où c'est pas bon. Parce que je suis un ministre, je force quelqu'un à une position. Et après, on se rend compte que la personne n'était pas la personne qu'il fallait pour le job. Ça, c'est un problème. Mais sinon, la recommandation, elle est bien. Ça nous permet de gagner du temps. Ouais. J'ai besoin dans une semaine de remplir un poste. Je ne vais pas passer par le processus classique de la recommandation. C'est trop long. Ouais. Imaginez, je lance un appel à candidature sur LinkedIn et puis LinkedIn me fait la sélection des 100 meilleurs CV. Est-ce que j'ai le temps de lire 100 CV ? Est-ce que j'ai le temps de recevoir 20 personnes? Alors Théophile, c'est vrai que tout à l'heure, ce que tu disais, c'est assez pertinent, parce que les gens n'ont plus le temps de lire les CV aujourd'hui, en l'occurrence les chefs d'entreprise, parce qu'effectivement, si on a besoin de combler un vide, de recruter une personne, recevoir 50 CV quand même, il faut avoir le temps de les lire. Or, la recommandation, ça facilite en tout cas un peu le procédé. Laurita, on parle de recommandations professionnelles. Alpha a abordé un point qui est très sensible mais super intéressant. Et en parlant effectivement de la proximité, on parle de recommandations aujourd'hui liées un peu à l'amicalité, à la famille et tout le reste. Donc, ce qui fausse parfois un petit peu le recrutement. Mais il y a une autre forme de recommandation qui existe aujourd'hui en Afrique, c'est la recommandation parentale. En général, papa ou maman a tendance à nous recommander un petit peu, surtout si papa est, on va dire, un petit peu influent dans certains domaines d'activité. Est-ce que ça aussi, à l'image un peu de ce que Alpha abordait, ça ne fausse pas un petit peu aussi le recrutement, le choix du bon profil? Dans ce contexte, je dirais que ça fausse parfois le choix du bon profil. D'accord. Il faut relativiser avec le parfois. Oui, justement, avec le parfois. Parce que souvent, on est conscient que nos enfants n'ont pas certaines compétences. Mais on veut à tout prix qu'ils aient une expérience. Ouais. Ce n'est pas aussi mauvais parce qu'un parent veut des choses bien pour ses enfants. Logique. Et le parent se dit peut-être qu'en recommandant mon enfant, même s'il ne connaît pas, le fait qu'il va passer 3-6 mois là-bas, et la personne peut apprendre. Mais ça fausse un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là, prêts à vraiment apprendre, c'est-à-dire il y a des gens qui ont fini, qui ont un cursus, ils sont déjà en licence, ils ont fini la licence ou le master et qui ont besoin d'expérience, qui ont besoin véritablement d'avoir, ne fût-ce que parfois un stage pour soutenir, mais ils n'ont pas cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'un parent a appelé, oui j'ai mon enfant, oui j'ai l'ami d'un ami, et souvent ce genre de personnes, ils n'ont même pas encore fini le premier cycle. Et puis ils viennent prendre des places que des gens, on va dire quoi, qui ont déjà expérimenté, licence, qui ont déjà master, ont besoin. Et la plupart du temps aussi, souvent, comme je disais, ces personnes ont juste besoin d'un stage pour soutenir. Donc, rien n'est garanti que, bon, après le stage, je vais rester, mais j'ai juste besoin de ce stage pour soutenir. Et toi, tu prends quelqu'un qui n'a pas encore le niveau, parce que, bon, mon parent est ministre, mon parent est député, ambassadeur. Je pense que là, ça fausse quand même un peu ce procédé et ce n'est pas bien aussi quand même. César, vous avez déjà recommandé des profils, vous avez déjà, vous aussi, reçu des profils qui vous ont été recommandés. Je veux dire, à quel moment vous décidez, par exemple, de rompre on va dire le contrat avec ce profil-là, quand vous sentez que le profil n'est pas excellent? Est-ce que tout de suite vous allez voir la personne qui vous a recommandé le profil, ou bien vous échangez avec le profil recommandé avant de rompre, au cas où vous estimez qu'il n'y a pas un apport de ce profil-là dans l'entreprise? Je pense que la meilleure approche dans ce genre de situation, c'est déjà de s'entretenir avec la personne. D'accord. La personne recommandée. La personne recommandée. Et je pense que je crois que une personne qui est recommandée, bon, je reprends dans le sens où la personne a déjà les compétences. Peut-être parce qu'au début, quand il vient dans l'entreprise, il a des problèmes de se repérer. Donc, et là, peut-être, il faudra qu'on entre en profondeur, parler avec la personne pour voir comment on peut l'aider à se retrouver.
Comment on peut ressortir vraiment le talent ou bien le talent qui dort en lui. Parce que c'est ça le problème en fait. De façon générale avec les jeunes qui viennent d'arriver et tout ça. Ils ont le talent, ils ont la capacité de le faire. Est-ce que tu reçois beaucoup de profils jeunes recommandés Oui, j'en reçois. Et tout le temps, on me dit, recommande-moi quelqu'un, donne-moi quelqu'un dans ce profil, donne-moi quelqu'un dans ce profil. Et là, rapidement, bon, il arrive des fois quand même, on passe à côté. Il arrive que moi-même, je passe à côté. Parce que je fais un mauvais jugement de la personne. Je me dis, ah, ok, il est bon. Mais il se trouve que la personne, c'était pas la bonne personne. Mais l'aspect compétence vient toujours au jugement. Donc l'aspect compétence, s'il n'est pas bon, on ne le prend pas, on le remplace par une autre personne. D'accord. Théophile, avant de donner la parole à notre ami Alpha, d'ailleurs, en parlant d'Alpha, c'est lui qui a abordé, en parlant de responsabilité juridique en ce qui concerne la recommandation. On parle aussi d'une recommandation dans le domaine du business, des affaires, tout simplement, qui renvoie aussi à la recommandation professionnelle. Est-ce que pour le coup, il faut un petit peu s'arrêter et réfléchir à l'image d'Alpha sur un contrat pour éviter justement d'avoir cette responsabilité juridique qui va peser? Non, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire parce que la personne qui vient vous voir pour une recommandation a besoin d'aller vite. On peut aller faire des recherches, mais je connais Théophile qui est dans tel domaine, je connais Lorita qui est dans tel domaine. Oui, mais Théophile, non de vouloir t'interrompre. Alors, tu es dans le domaine de l'automobile et en fait, supposons que derrière, il y a quelqu'un aussi un potentiel partenaire qui décide de s'associer à ton projet pour, on va dire, un petit peu amplifier le business. On parle d'argent et quand on parle d'argent, en général, il y a une sensibilité qui s'installe. Et du coup, pour éviter peut-être cette recommandation-là qui peut ne pas marcher. On est dans le cadre de l'exemple, hein, t'inquiète pas, je pense que tes partenaires te rassurent tout le temps. Mais je veux dire, si ça ne marche pas, derrière, il faut quand même avoir un peu, on va dire, une sécurité. Et cette sécurité, est-ce que ce n'est pas un contrat pour éviter d'avoir cette responsabilité qui va peser derrière? Non, je pense que comme je le disais, quand on fait une recommandation, moralement, on est impliqué. D'accord. Donc l'implication morale fait que l'autre sait que c'est Théophile qui m'a recommandé. Et à bien des égards, souvent il arrive que vous recommandez quelqu'un, la personne n'est pas bonne, on revient vers vous pour lui dire recommandez-moi une autre personne. Parce que la personne a confiance en vous. Donc, la première fois, ça ne marche pas. Oui, on revient une deuxième fois vers toi. Ouais, mais là, je pense qu'on est là beaucoup plus sur l'aspect confiance. Oui, c'est l'aspect confiance. Parce que tout à l'heure, je crois que c'est César qui l'a évoqué. Ouais. On va demander à quelqu'un pour une recommandation parce qu'on a confiance en la personne. Je n'ai pas confiance en César, je ne vais pas demander à César quelque chose. Mais justement, je ne sais pas si César connaît, maîtrise le domaine. Par exemple, dans l'automobile, moi je suis très souvent sollicité pour un mécanicien, pour l'achat d'un véhicule, que ce soit neuf ou véhicule d'occasion. Je suis très souvent sollicité. Quand je ne sais pas, très honnêtement aussi, il faut avoir le courage de dire je ne sais pas. L'honnêteté de reconnaître qu'on ne sait pas. Je ne connais pas, je ne sais pas. Je veux recommander un mécanicien, je n'ai jamais travaillé avec ce mécanicien, allez le voir. Peut-être qu'il va régler votre problème. Et si la personne voit que le mécanicien n'est pas, elle reviendra vers vous. Ah, le mécanicien que tu m'as recommandé n'est pas bon, il n'a pas fait le job. Là, je peux recommander quelqu'un d'autre. Alpha, on t'écoute. Les risques de la recommandation. Est-ce que quand je recommande Lorita à César et que Lorita ne fait pas bien son boulot, est-ce qu'on peut encore une deuxième fois revenir me voir? Oui. Là, je ne suis pas d'accord. Non, je ne le ferai pas. Après, ça dépend. Je veux dire, c'est selon. Oui. Non, ça dépend de la personne qui recherche le profil. S'il estime que... c'est bien parce que César l'a dit tout à l'heure qu'il peut passer à côté d'un profil. Je peux prendre mon exemple. Par exemple, je suis président d'une association de jeunes. J'ai affaire avec plus d'une centaine de jeunes. Donc, quelqu'un me recommande un jeune. Il me dit, d'accord, j'ai besoin d'un informaticien. Ok, je lui dis d'accord, je cherche dans ma base de données, je dis d'accord, je discute avec lui, montre-moi ce que tu as déjà fait. Donc rapidement, il me montre, rapidement je juge, ah d'accord, ça c'est bon, ok, je lui recommande la personne. Mais il peut arriver que la personne peut-être n'est pas satisfaite des services de l'informaticien que je lui ai donné. Il m'a dit, d'accord César, trouve-moi une autre personne encore. Parce que je ne suis pas trouvé une autre personne pour rajouter. Non, parce que je ne suis pas satisfait. Oui, je ne suis pas satisfait, mais trouve-moi une autre personne. Est-ce que ça te rend fier? Est-ce que ça te rend fier qu'on revienne vers toi pour te dire que le premier choix que tu as fait n'est pas bon? Qu'est-ce que ça te fait? Mais je pense que comme il a dit, il a le droit de passer à côté. On a le droit de passer à côté. On ne peut pas tout maîtriser. Ça dépend de la tâche pour laquelle on est quand même. Si c'est par exemple une urgence.
est-ce que là, tu n'as plus cette... voilà. Ce n'est pas qu'une question de tâche. Parce que c'était une urgence, c'est possible qu'il fasse une erreur. Parce que souvent, tu as plusieurs profils, plusieurs compétences. Mais la personne te met la pression, je veux juste une seule personne. Et là, automatiquement, tu dis, bon, je te trouve une personne. Mais ce n'est pas mauvais que la personne revienne pour te dire, bon, cette personne-là, je pense que cette tâche-là, elle ne peut pas. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Un deuxième essai, ce n'est pas mauvais parce que tu as plusieurs compétences avec toi et tu peux toujours relancer. Et en parlant de ça, les amis, s'il vous plaît, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette première partie de l'émission. On parle de la disponibilité. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. A tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler de la disponibilité. Cette qualité vue à l'époque comme telle, aujourd'hui malheureusement, la disponibilité est vue comme une faiblesse. Pourquoi, Alpha, selon toi, cette qualité jadis tellement, on va dire, c'est une qualité qu'on avait tendance vraiment à porter, à mettre en avant, à mettre de la lumière là-dessus. Mais aujourd'hui, quand on te parle de disponibilité, tout de suite on l'associe à la faiblesse. Pourquoi, selon toi ? C'est compréhensible parce que nous ne sommes plus dans la même période aussi, il faut le savoir. Je pense que là, présentement, nous sommes dans un monde bousculé par le temps et les gens n'ont pas assez de temps, les gens sont occupés, ils sont avec toutes les commodités que nous avons aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est vrai que le temps, on va reprendre cette expression anglaise, time is money. Et ça devient quand même une denrée rare, ça devient une denrée précieuse. Qui coûte de l'argent, justement même, on l'utilise même en amour, hein. Voilà, on va en parler aussi. On dit oui, on ne me donne pas suffisamment de temps, on ne me donne pas ceci et cela, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est important. Avant, c'est vrai qu'il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y avait pas toutes ces commodités, donc c'est vrai que les gens avaient beaucoup plus de temps pour se fréquenter, pour être ensemble, pour parfois même laisser certaines activités, aller voir autrui, aller voir un ami, aller voir X ou Y. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde bousculé où on ne peut plus aussi se détacher de ses responsabilités pour justement être avec tout le monde. D'accord, être avec tout le monde. Et c'est vrai que Lorita, c'était un petit peu, on va dire, le leitmotiv de cette notion de disponibilité. Aujourd'hui, quand on parle de disponibilité, ça renvoie à un sacrifice énorme parce qu'être disponible, c'est faire aussi des sacrifices. Est-ce que faire ces sacrifices-là, c'est vrai que ça demande beaucoup. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé à un moment donné, à l'image de ce qu'Alpha vient de dire, de devoir tout annuler pour être disponible pour une personne? Si oui, c'était à quelle occasion et pourquoi? Je ne vais pas dire oui, parce que c'est très difficile d'être disponible. Je ne suis pas assez disponible, on va dire quoi, socialement parlant. Ouais. Parce que quand je regarde un peu mes journées, j'ai le boulot, j'ai d'autres formations que je fais. Et souvent, on me dit aussi que je ne suis pas disponible. On me dit souvent aussi que je ne suis pas disponible, mais c'est un bien, on va dire quoi, disons, ce n'est pas dans le mauvais sens. Je veux partager des moments avec vous, mais parfois, je n'ai pas le temps. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais? J'essaye vraiment de me ménager un peu pour trouver du temps pour ces personnes. N'empêche que c'est un peu très compliqué. De nos jours, il y a tellement de choses à faire. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a un planning bien défini. On veut atteindre certains objectifs, professionnellement parlant, socialement parlant. Et après, tu te rends même pas compte que le temps passe tellement vite du coup. Et le temps est précieux. En fait, si tu es dans une zone de confort, tu es dans un monde où effectivement autour de toi, tu ne vois pas un peu ce qui se passe parce que tu es focus sur un objectif à atteindre évidemment. Théophile, on parle de la disponibilité, on parle aujourd'hui un petit peu, Alpha a très bien campé le décor quand il parlait aujourd'hui de ce monde qui évolue. On est tous occupés aujourd'hui, on a tous des responsabilités, Lorita l'a encore souligné. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de ce monde 2.0, on prend le risque de voir un peu cette qualité disparaître? On parle aujourd'hui d'une qualité, mais aujourd'hui on parle aussi beaucoup plus de faiblesse. On parle même d'exploitation. Il y en a qui vont même un peu plus dans ce sens-là. On aura le temps d'y revenir. Est-ce que le monde tel qu'aujourd'hui nous pousse malheureusement à faire disparaître cette qualité en nous qui est la disponibilité? C'est un thème assez vaste parce que la disponibilité revêt plusieurs caractères. D'accord. Et on ne va pas se mentir, on ne peut pas être disponible pour tout le monde. Par ordre de priorité. Il y a des gens pour lesquels je suis toujours disponible. Il y a certains pour lesquels je suis disponible à mi-temps. Il y a certains
pas disponible du tout. Ah oui, toi, tu les ça, c'est intéressant. Tu les classes alors là, pourquoi? J'ai pas envie d'être disponible. En tête de liste, on sait que la personne pour qui tu seras toujours disponible, il y a ta femme, ton épouse, parce qu'on rappelle que tu es marié, ensuite il y a des enfants derrière. Bon, peut-être moment entre oui, voilà. maman était prioritaire, les parents étaient prioritaires jusque-là, mais maintenant je suis marié. Oui, et qu'ils comprennent. Voilà, donc ils ont compris et ils m'ont eux-mêmes dit que ta femme devient ta priorité. D'accord. Donc, elle s'appelle comment, madame? Véronique. On salue ma charmante épouse. D'accord, qu'on salue au passage. Effectivement, on te laisse poursuivre, mon cher Théophile. Donc, on ne peut pas être disponible pour tout le monde parce qu'on a des activités professionnelles. Outre les activités professionnelles, on a des activités sociales. Mais on ne peut pas donner le même temps à tout le monde. Donc, aujourd'hui, moi, beaucoup me disent que Théo, tu n'es pas disponible. César, il est là. Même César, on partage une association. Il n'est jamais disponible. Mais il trouve du temps pour ce qui compte. Ouais. Pour ce qui compte, on a du temps. Donc, il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas accorder le même niveau de disponibilité à tout le monde. J'aimerais quand même dire quelque chose, je te coupe pas. Donc, pour toi, la disponibilité, c'est en fonction des priorités. Exactement. Et en fonction de la personne. La personne. Apparemment. Ouais. En fonction de la personne. Il y a des gens pour lesquels... On n'a pas envie d'être disponible, alors pas du tout. On n'a pas envie, parce que tu as eu, toi aussi, peut-être quelque part besoin de la personne, et la personne t'a envoyé bouler. Ouais. Il faut se dire les choses. C'est un règlement de compte, là. Pas un règlement de compte, mais de la façon dont tu voudrais être traité, traite les gens de cette façon. Tu es disponible pour moi, je serai pour disponible pour toi. Tu n'es pas disponible pour moi, eh bien, quand je pourrai, je ferai. César, est-ce que tu es dans cette logique aussi, en termes de disponibilité? Oui, je suis dans la logique de Théo, mais je vais aborder ça dans un autre sens. D'accord. Moi, j'ai l'habitude de dire autour de moi que la disponibilité se crée, le temps se crée. On a l'habitude d'entendre tout le temps, j'ai pas le temps. Comme a dit Théo, c'est vrai qu'on peut créer du temps pour certaines personnes, mais je ramène ça à des objectifs. C'est-à-dire que moi, j'ai des objectifs, je me dis, d'accord, j'ai telle ou telle responsabilité, je répartis mon temps en fonction de chaque responsabilité. Je dis d'accord. Et ça, je pense que c'est un problème de planning. Moi, c'est ce que je dis tout le temps autour de moi. Donc, il faut qu'on sache dresser un planning. Et que je sais qu'à telle heure, par exemple, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais qu'à telle heure, je dois m'occuper de ça. À telle heure, je dois aller vers mes amis, être avec mes amis, boire du thé. À telle heure, je dois travailler sur l'association. À telle heure, je dois être au boulot à telle heure. Et ça m'aide vraiment à créer du temps. Des fois, c'est un peu mélangé, mais on arrive à se retrouver parce qu'on cherche vraiment à trouver ce temps. Parce que tout le monde demande du temps. Parce qu'il y a les dévoreurs de temps autour de nous. Chacun veut trouver du temps. Chacun veut que tu lui donnes du temps. Et ça devient cher, le temps aujourd'hui. Alpha l'a souligné. Voilà, le temps, time is money. Ouais. Time is money. Il y a des gens, tu leur donnes du temps, mais en retour, ils te donnent de l'argent. Quand même, ça, c'est bien. Donc ça, je pense que comme on peut être disponible pour ces personnes. En termes de priorité, je peux les donner la priorité. Donc je sais que je le fais en service, ou bien je les accorde mon temps, et là, ce sera rémunéré. Ok, voilà, merci. Un autre aspect, c'est ça. Avec les réseaux sociaux, tout le monde veut que tu sois disponible tout de suite. Parce que tu as mon WhatsApp, tu m'écris, tu veux que je te réponde tout de suite, mais je n'ai pas le temps de faire WhatsApp tout de suite. Et ça, malheureusement, certaines personnes ont du mal un petit peu à comprendre ça et accepter ça, effectivement. Lorita, on va peut-être laisser le temps à Alpha de rebondir sur la question, ensuite on vient à toi. Alpha, moi je vais aborder un autre point, on parle de la disponibilité, mais qu'en est-il de cette qualité en entreprise? Bon, oui, en termes de disponibilité, il le disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est payé aujourd'hui. La disponibilité, quand c'est dans les heures de travail, oui, c'est-à-dire tu fais ton travail. Mais en dehors des horaires qui te sont consacrés pour le travail, ça doit être payé. D'accord. Voilà, c'est des heures supplémentaires. Et maintenant, justement, c'est cette disponibilité qui te permet de venir et qui te permet de ne pas venir. Donc, mais est-ce que au-delà de tout ça, est-ce que c'est une qualité qu'il faut mettre en avant lorsqu'on est en entreprise, par exemple, être disponible? Oui, je trouve, parce que je répondrai même par une citation d'un philosophe qui dit que l'accessibilité détruit les suspicions et renforce la confiance des autres à votre égard. D'accord. Donc aussi, parfois quand on n'est pas souvent disponible, les gens se mettent des choses dans ta tête. Pourquoi le gars ne vient pas à telle activité? Pourquoi il n'est jamais présent? Et des fois, on t'invente même une vie. Tout à fait, exactement. Il n'est jamais présent quand les gens ont besoin de lui et tout ça. Tout à fait. Tu fais l'important, tu fais ceci, tu fais cela. Donc, les gens se construisent aussi des idées.
Et là, je pense que c'est des choses aussi qu'il faut aussi prendre en considération quand on vit en société. On a beau être occupé, mais il faut aussi laisser un petit espace, une petite ouverture, une fenêtre pour que l'air de la disponibilité puisse souffler dans la pièce. Puisque quand c'est fermé hermétiquement aussi, on peut s'étouffer. D'accord. Lorita, tu comprends aujourd'hui un peu ces préjugés sur le fait que nous ne serions pas disponibles, les retours de certaines personnes à ton égard, par exemple? Tout à fait. Je vais rebondir sur ce qu'Alpha a dit. Dans le monde professionnel, je dirais par contre qu'il faut être disponible, mais avec des pincettes. D'accord. Parce que, comme on dit, excusez-moi du terme, mais trop bon, trop couillon. D'accord. Pour dire que aujourd'hui, pourquoi on dit que certaines personnes disent pourquoi, certaines personnes disent que c'est une faiblesse, tout simplement parce qu'il y a d'autres qui abusent. On sait que la disponibilité aussi, pour moi, c'est en fonction des types de personnalités. Je sais que si César, c'est mon collègue, c'est le genre qui ne sait pas dire non, qui sait toujours dire oui. Donc, automatiquement, je viendrai, César, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi... Et pourtant, ce n'est même pas des gens... Mais je sais qu'il sera toujours disponible, donc je vais en profiter. Et César, à la limite, il a des objectifs à atteindre, il ne va pas atteindre ses objectifs parce que le monde professionnel est très rusé. Souvent, on a des indicateurs de performance tout un chacun. Mais moi, à chaque fois, je viens te dire, aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. Et à la fin du mois, quand on va nous évaluer, au lieu d'avoir atteint tes objectifs, tu vas te rendre compte que tu as passé le temps à travailler pour moi. Donc, il faut faire très attention. C'est très important, mais dans le monde professionnel, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Maintenant, dans le cadre social où on dit, professionnel aussi parlant, où on dit que oui, on nous invente des vies parce qu'on n'est pas disponible. Moi, je dis tout simplement que ça dépend. Ça dépend de tout un chacun. Si je ne fais pas des fixettes sur toi, écoute, pense ce que tu veux. Tant que je travaille, j'avance. Pense ce que tu veux, mais moi, j'avance. Parce que souvent, les gens, ils le font aussi juste parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que tu fais. Ils veulent avoir des informations sur ta vie et plus rien d'autre. D'accord. Voilà. Est-ce que César, on revient sur la disponibilité aussi, parce qu'on va peut-être rester dans le cadre. C'est vrai qu'Alpha et Lorita ont donné un petit peu leur avis sur la question en ce qui concerne le monde professionnel. Toi également, tu recrutes, tu es effectivement dans une entreprise. Est-ce que la disponibilité, par exemple, c'est une qualité tout de suite que tu cherches à percevoir chez des profils ? Oui, je pense que c'est un élément tout le temps qui revient, que ce soit toi-même qui fais l'entretien ou bien tu fais l'entretien pour un candidat. On demande tout le temps, est-ce que tu es disponible? On parle de la disponibilité. Je pense que la disponibilité est un élément qui renforce l'esprit d'équipe. Quand on est en entreprise, on en a tout le temps besoin. C'est vrai que, comme Lorita a dit, c'est à prendre avec des pincettes, parce que des fois, ça peut se retourner contre toi-même. Mais il est important quand même dans l'entreprise que les gens s'entraident, que les gens vraiment soient disponibles les uns pour les autres. Bon, on peut trouver beaucoup d'exemples pour justifier cela. C'est-à-dire que il y a un tel travail, peut-être j'ai un empêchement ou bien j'ai quelque chose, je peux le faire rapidement et passer, mais pas abuser quand même. Par exemple, quelqu'un qui ne fait rien du matin jusqu'au soir et qui me demande de lui faire son travail, ça quand même, c'est abusé. Ça, c'est pas du tout sérieux. Tout à l'heure, je parlais d'exploitation, parce qu'il y en a qui pensent ainsi, qui vont très loin, à l'extrême, en disant effectivement qu'aujourd'hui, la disponibilité, quand on est trop disponible, ça sonne un peu comme une forme d'exploitation. Et Lorita disait, en fait, tu te retrouves à travailler pour les autres. Oui, Alpha. Il y a ça, mais aussi, c'est parfois un manque d'occupation. Ça peut se justifier par ça. On sait que tel ne fait absolument rien, il ne faut absolument rien dans le quartier ou en famille. Du coup, il est disponible. Il est disponible. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu, c'est pas cliché ça, Alpha? Il est disponible. Non, mais si on part du principe qu'il n'a rien à faire et qu'il est tout le temps. Il a du temps à donner. Oui, il a du temps à donner, mais est-ce que c'est pas cliché de penser ça tout de suite en disant s'il a du temps à donner, est-ce qu'il n'a rien à faire, donc il est disponible? Vous savez, dans les familles, on étudie un peu. Et tout un chacun. On sait qu'est-ce que Lorita fait, on sait ce que César fait, on sait ce que... Voilà. Donc ça se parle aussi, quoi. C'est-à-dire ça souffle. Donc on sait quand quelqu'un est occupé, on sait aussi quand tu n'as absolument rien à faire de la famille. Les gens, ils savent aussi. Donc c'est pour ça aussi, il faut se donner les moyens de pouvoir arriver à réussir quelque chose, à être sur quelque chose. On sait au moins que s'il ne vient pas, peut-être qu'il travaille. Il y a des gens qui peuvent le comprendre. Au cas contraire, tu mets d'abord, comme ils le disaient tous, c'est-à-dire tu mets d'abord en avant l'aspect professionnel, l'aspect, voilà, c'est-à-dire je travaille, donc après mon travail, on se parle, après le travail, on fait ceci, on fait cela. Mais justement, ça ne plaît pas aussi à tout le monde, il faut le dire. D'autres aimeraient, les tantes et autres, dès qu'on t'appelle, on ne cherche pas à savoir ce que tu fais.
Dès qu'on t'appelle, tu décroches, tu dis oui, maman ou papa ou je ne sais pas, tanti, tonton, je suis là. Tu réponds. Et parfois au détriment des heures qui sont là. Par exemple, j'imagine bien dans les pays d'Europe ou d'États-Unis, est-ce qu'aux heures de travail, on peut se permettre d'être disponible pour les autres? Ça, par exemple, je me dis non, pas du tout. Tu es là pour le boulot, tu fais ton job et lorsque tu quittes, maintenant, tu peux aller voir la petite amie, tu peux aller voir Lorita, tu peux aller voir X ou Y. Donc ça aussi, c'est des trucs qui montrent justement, parfois c'est des indices de sous-développement. Je pense en fait, on rigole à cause du lien tout de suite, t'inquiète. Oui, le lien, oui, d'accord, mais voilà. Le lien, petite amie Lorita, t'inquiète. Voilà, non, Lorita, c'est pas ma petite amie. Voilà. Peut-être qu'elle sera ma femme, on sait jamais. On sait jamais, il y a la recommandation. Générationniste qui me recommande Lorita, d'accord, j'accepte. Mais justement, pour rebondir dans ce qu'Alpha a dit, effectivement, aujourd'hui, il y a des entreprises où même la connexion Internet ne se trouve uniquement que sur les ordinateurs. On ne vous donne pas des codes, vous n'avez pas accès à Internet dans vos téléphones parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les employés passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à faire de voilà. Et même là, travail. sur l'ordinateur, après, on voit l'historique. On va jusqu'à vérifier les pages que vous avez visitées au courant de la journée. Ça se fouille maintenant. Voilà. Donc faites attention quand vous êtes au bureau et que vous faites semblant de travailler. Il y a l'historique derrière. Oui, Lorita, on te laisse poursuivre. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais par contre, j'aimerais revenir sur le fait où il disait qu'on sait qu'il y a un jeune qui est à la maison, qui ne fait rien et tout. Donc ça veut dire qu'il est disponible. Il n'est pas forcément disponible, c'est un choix. Mais maintenant, si on veut motiver cette personne, je prends le cas de César. Il a dit qu'il faut booster la personne peut-être en payant. Tu sais que c'est un jeune qui ne fait rien au quartier. Ben écoute, j'ai besoin d'un travail. Enfin, il faut payer sa disponibilité. Voilà. Fais-moi gagner de l'argent avec ma disponibilité. Je pense que ce sera... Parce qu'en réalité, même en entreprise, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre temps qu'on vend à notre employeur. Exactement. Donc, on se rend disponible pour qu'à la fin du mois, on nous paye un salaire en fonction du temps. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. Il y a des nationalistes qui viennent de créer un emploi. Ceux qui sont disponibles peuvent en faire un business. Effectivement. Mais je pense aussi que il faut éduquer son entourage. À certaines heures, je ne suis pas disponible. Tu m'appelles, je ne réponds pas. Parce que c'est mes heures de boulot. Même si... Techniquement, là, je ne suis pas forcément dans une tâche hyper urgente, mais il faut l'imposer. Sinon, en Afrique, ça va tout de suite dans tous les sens. Tout le monde pense que lui, hier, je l'ai appelé, il m'a dépanné à telle heure. Le lendemain, j'ai un problème, je le rappelle. Non, il faut éduquer les gens. Justement, tu as pris l'exemple avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur WhatsApp, on est connecté souvent 24 heures sur 24. Mais ça ne veut pas dire que parce que je suis en ligne, que je suis disponible. Ça ne veut pas dire parce que je suis en ligne. Souvent, je travaille sur WhatsApp. Non, mais c'est l'interprétation. Je suis d'accord avec Théophile, c'est ça, parce qu'à un moment donné, bon, éduquer, c'est peut-être un peu fort, mais je suis d'accord avec toi, parce qu'à un moment donné, faut devoir aller dire à certaines personnes, bah, écoutez, à partir d'une certaine heure, je ne suis pas joignable, même si vous me voyez en ligne, partez du principe que je travaille. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. On te voit en ligne, on se dit, ok, on te laisse un message, et derrière, on te fait une remarque en disant, oui, mais bon, tu étais quand même en ligne, je t'ai laissé un message, tu ne m'as pas répondu, tu m'as répondu après 1 heure. Oui, Alpha. Je vais répondre sur cet aspect parce que hier, j'ai eu le même souci. Et sincèrement, j'ai mal parlé à la personne. Qu'est-ce qui se passe? Je poste une photo et tout, des gens commentent, et je pense que c'était le matin. Je suis venu, j'avais le temps, je venais de me réveiller, c'est normal. Donc je prends mon téléphone, c'est la première des choses qu'on fait actuellement. Bien sûr, la génération connectée. Je réponds à certains commentaires et après, il y a une personne qui vient encore écrire. Je vois encore d'autres personnes écrire. Bon, là, j'ai plus le temps, je dois sortir. Je dois prendre le petit déjeuner. Je ne suis pas marié, je ne suis pas comme Théophile. Non, Théophile, lui, là, il a passé ce cap. Voilà, il a dépassé ce cap. Qu'est-ce qui se passe? Je laisse un j'aime. Voilà, je laisse un j'aime pour montrer que j'ai vu et tout ça, merci. La personne, je reviens le soir, je vois un message de la personne qui dit « Tu as répondu à toutes les personnes qui te sont chères. » Je précise, moi, tu m'as laissé un like. Je n'ose pas dire l'expression que j'ai utilisée pour lui dire vraiment adieu. Parce que tu ne sais pas ce que je fais. Je n'ai pas que ça à faire. J'étais sorti, mais... Il faut être dans la dynamique d'expliquer, toujours d'expliquer, de dire pardon. Justement, Lorita, est-ce que c'est pas là un peu le point, j'ai envie de dire, épuisant justement En fait, on a l'impression qu'on est tout le temps obligé de se justifier en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu n'es pas obligé de te justifier. Et moi, au début, je disais que la disponibilité renvoie aussi un peu à la personnalité. D'accord. Tu vois? Et là, je ne suis pas obligée de me justifier, de te dire qu'est-ce que je fais. C'est ma vie. Parce que ça ne veut pas dire parce que je suis en ligne, je dois te répondre. Séance tenante, comme on dit, on se réveille le matin.
on jette un coup d'œil dans notre téléphone. Après, il faut se laver, il faut se préparer pour aller au boulot. Pendant que je suis dans le transport en commun, je ne suis pas forcément dans un taxi ou dans une voiture de façon confortable. Je ne peux pas commencer à répondre si je suis dans un bus. Je ne vais pas prendre mon téléphone, commencer à manipuler mon téléphone. Non. Et souvent, tu es en train d'aller au boulot, tu es déjà en train de réfléchir encore à ta journée. Donc, tu n'as pas le temps pour ça. Et quand je parlais des personnalités, c'est dans le sens où, écoute, si tu es du genre fort caractère, tu vas te dire, je ne te réponds pas. Voilà, je fais ma vie, j'avance, je te réponds le soir. Ouais. Mais si tu es du genre toujours là à culpabiliser, tu vas dire, oh non, excuse-moi, je ne t'ai pas répondu parce que... Mais je veux dire aux gens que ce n'est pas une obligation, parce que c'est une pression sociale que vous vous mettez de façon inutile. Voilà. Ouais, justement, parce que c'est ça, c'est que si c'est un ami, supposons que ce soit ta copine, ta meilleure copine, parce qu'aujourd'hui vous avez des titres, meilleure copine, meilleure amie, supposons que ça soit la meilleure amie qui t'envoie un message et toi, Loretta, tu n'as pas le temps de répondre, tout de suite, ça peut créer en fait des petites divergences entre vous, au risque même de perdre cette amitié. Et effectivement, c'est ça, parce qu'en fait, on subit une pression sociale du fait que nous ne soyons pas disponibles aujourd'hui. Alors, Théophile, aujourd'hui, un petit peu, contrairement à nous autres sur le plateau, toi, effectivement, tu es déjà engagé, tu vis en couple. Comment cette disponibilité est vécue dans le couple? On a envie de savoir un petit peu comment c'est perçu dans le couple, la disponibilité. Eh ben, dans le couple, il faut être disponible pour son conjoint. C'est déjà le facteur... Oui, c'est... D'accord. À moins que ton conjoint soit informé que dans ton boulot, à certaines heures, tu n'es pas disponible. Si ce n'est pas le cas, mon gars, tu dois être disponible. Ta femme t'appelle, tu réponds. Et contrairement à ce que tu as dit, tu ne vas pas lui dire non, c'est parce que je suis... Tu vas t'expliquer. Justement, parce que voilà, vous avez des engagements l'un envers l'autre. Ouais. Voilà. Tu vas expliquer pourquoi tu n'étais pas disponible. Ouais. Et puis, moi, j'ai instauré quelque chose à la maison. Si c'est vraiment urgent, appelle-moi. Tu me laisses un message, rien ne t'assure que j'ai vu le message. Tu m'appelles. Quand c'est vraiment important, tu m'appelles. Tu m'appelles, si je rejette l'appel, si tu fais un texto, peut-être que je peux lire ton texto. Ouais. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai bien pesé mon mot quand j'ai dit éduquer. Ouais. Il faut éduquer, ce n'est pas rester là, prendre un bâton pour... Non, mais il faut emmener les gens à comprendre. Et c'est ça l'éducation. Emmener les gens à comprendre que lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Parce que ça évite de rester là, de devoir tout le temps s'expliquer. Il y a certaines personnes avec lesquelles tu vas t'expliquer, mais l'ordre de priorité aussi qui revient. Oui. L'ordre de priorité revient tout le temps. Ah, mais Théophile, il l'a fait, il a classé déjà. En plein travail, peut-être quelqu'un, peut-être j'ai besoin de cette personne qui m'envoie un message, je le réponds. Il y a certains, je les classe, je dis, d'accord, peut-être c'est pour discuter de façon des sujets terre à terre. Il peut attendre le soir quand je descends. Mais moi, je profite pour rendre la tâche un peu plus difficile à Théophile. Est-ce que quand on a une femme possessive qui quand même veut à chaque minute parler à son mari et tout, comment on fait? Moi, ce n'est pas le cas pour toi, déjà, rassure-moi. Non. D'accord. Ma femme, c'est pas ta femme, ça fait ta copine. C'est pour ça que si c'est une personne possessive, la personne est possessive. Le métier que je fais exige que je sois quasiment tout le temps au téléphone. D'accord. Donc, elle comprend que souvent, elle m'appelle, on parle de quelque chose d'important et tout de suite... Je ne parle pas d'elle, je précise, de façon générale. Oui, non, je parle de cet exemple-là. Il en vient. Tout de suite, quelqu'un m'appelle, c'est un appel que j'attendais. Je dis, chérie, excuse-moi, je te rappelle. Tu le prononces et ça. C'est un homme marié, Alpha. Heureusement qu'elle me comprend. Parce que quand je lui dis je te rappelle, ceux qui me sont proches savent que moi je te rappelle, moi-même j'en doute. Ouais. J'ai changé, maintenant je dis plus je te rappelle, je dis rappelle-moi. Parce que moi je te rappelle, ça sonne comme Théo, il ne rappelle jamais, il ne dit pas la vérité. Ouais, on rappelle dans 2 mois. Mais dans le mariage, mon frère, qu'elle soit possessive ou pas, tu as obligation d'être disponible pour elle. Parce que souvent, elle t'appelle, tu ne sais pas c'est quoi le problème. Ouais. C'est ça. Elle ne t'appelle pas, elle sait que tu bosses. Donc, si elle t'appelle à certaines heures, c'est parce que c'est important. Et si juste c'est pour te dire je t'aime? C'est important. Tu prends. Et mon frère, c'est important. C'est une motivation pour la journée. Alpha, il est en mission aujourd'hui. C'est une motivation pour la journée. Il a envie de connaître des choses aujourd'hui. Alpha, Mais moi, je pense que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que Théo, tu as déjà fixé des bases. Voilà la notion de communication, la notion d'éducation. C'est-à-dire que voici comment moi je fonctionne. Tu as informé tous ceux qui t'entourent qu'à partir d'une certaine heure, je ne suis pas disponible parce que je suis en train de faire tel travail, etc. Et comme tu as dit à ta femme, tu m'appelles si c'est une urgence. Si ce n'est pas une urgence, c'est quelque chose, c'est qu'elle va t'envoyer un message. Et Alpha, même un je t'aime, c'est très important parce que
il est au boulot, il est sous pression. Tu ne sais pas, peut-être un collègue ou un client vient de mal parler à Théophile. Ben, écoute, il voit le je t'aime de sa femme, automatiquement, il sourit d'abord et après, il reprend ses esprits et puis il travaille. C'est une motivation. Un petit tour au paradis, ensuite il redescend. Exactement. Il redescend, il reprend ses esprits. César, oui, vas-y. Oui, je voulais juste ajouter. Ça dit que tout à l'heure, Lorita en a parlé, c'est la pression sociale. Oui. Ça dit que il ne faut pas que les gens forcent quelque chose. C'est-à-dire que nous amènent dans un trou. Parce qu'on a un langage Wolof qui dit que personne ne veut avoir beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'un boule am job. Donc tu vois, c'est un langage Wolof qui dit. Donc notre prière à nous tous, c'est qu'on n'ait pas du temps. Ça, c'est un adage qui dit ça. Maintenant, comme tout le monde ne peut pas, parce que tout le monde a des choses à faire, a des objectifs à atteindre, tout le monde. Donc, il ne faut pas que la société en rajoute. Il ne faut pas que les gens qui sont autour de nous en rajoutent, nous mettent tellement la pression qu'on est obligé de se justifier, comme elle a dit. Donc, moi, je ne me justifie pas. Donc, comme Théo dit, j'impose mon emploi du temps, je l'impose. Je dis que ça, c'est mon emploi du temps. Et parfois, le problème, c'est que quand on subit trop cette pression sociale, ça renvoie aussi à notre santé mentale. Parfois, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de réfléchir, on est tout le temps en train de se poser des questions, on se remet en cause, alors qu'effectivement, on n'a pas assez de temps et c'est tout simplement logique. Et les gens doivent comprendre ça, qu'on n'a pas assez de temps. Malheureusement, les amis, en parlant de temps, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite, je vous le concède. On remercie César, c'est dans le domaine de la statistique. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Ça a été un plaisir de te recevoir. Lorita, ça a été un plaisir de te recevoir également sur le plateau Génération News. Merci, effectivement, tu reviens quand tu veux. Génération News, c'est la famille, c'est votre maison, les amis, revenez quand vous voulez. Alpha, écoute, tu reviens quand tu veux, c'est ta maison, Génération News. La disponibilité et le temps m'a permis d'avoir de nouveaux amis. Voilà, merci à tous. Merci Alpha, merci. Je rappelle que tu es journaliste et merci d'avoir participé à Génération News. Théophile, c'était un plaisir de te recevoir sur le plateau Génération News. Tu es agent commercial. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.